Ouais, salut, vous êtes bien sur le portable de Nicolas du podcast Let's Try. Je suis certainement en train de courir ou en sortie longue, donc laissez-moi un message. Hello Nico, c'est Guillaume de Course Épique. Je te souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année à toi et à Let's Trail, ton podcast que j'apprécie particulièrement. Je profite de ce message pour te parler de mon podcast Course Épique, le podcast Running et Trail qui fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun grâce au témoignage de son invité. J'y aborde cette discipline par sa dimension humaine, avec à chaque fois au cœur de l'épisode une course qui a marqué à jamais la vie de mon invité. Course Épique met en avant à la fois des athlètes élites, mais également des coureurs anonymes qui vivent eux aussi, à leur échelle, des histoires de course inoubliables. Avec Course Épique, plongez et vibrez le temps d'une course sur route pas comme les autres, ou encore d'un ultra-trail atypique, en France ou à l'autre bout du monde. Tapez Course Épique sur les plateformes d'écoute, vous serez à un clic d'une grande et belle aventure sportive, et surtout humaine. Je vous y attends. Et toi aussi Nico, à très vite. En 2017, j'étais allé avec l'UPVD, dans l'université de Perpignan. On est allé au championnat de France de trail et on a passé une semaine de trail universitaire, donc à l'île de la Réunion. Mais du coup, j'ai gagné l'épreuve et du coup, ils m'ont mis la Marseillaise à la remise de prix. Parce que du coup, c'était un championnat de France et j'étais au podium avec la Marseillaise. Et ils se sont beaucoup moqués de moi pour ça. Moi, comme je t'ai dit, je suis un citadin de monde. J'aime la Marseillaise, pareil qu'un autre hymne. Mais voilà, c'était curieux. Ça m'a plus jamais arrivé. Peut-être ça arrivera. On ne sait pas. Mais du coup, voilà, ça va rester dans mes souvenirs. Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, bénévoles ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un trailer catalan de tout juste 23 ans. Il fait partie des athlètes les plus performants en skyrunning et sur les trails de courte et moyenne distance, car il a notamment participé au final des Golden Trail Series en octobre et novembre 2020 aux Açores, lors desquels il termine 21e au classement général avec un plateau excessivement relevé comprenant les compétiteurs internationaux les plus redoutables. Il remporte ses premiers succès en 2013 en devenant champion junior de Catalogne de kilomètres vertical et champion d'Espagne cadet de course en montagne. Il a marqué les esprits en remportant la victoire sur quelques-unes des courses du circuit Skyrunning World Series comme la Dolomite Sky Race, la Sky Race Coma Pedrosa, la Rosetta Sky Race ou encore la Sky Pyrénéo. Mais la consécration, il va la chercher en 2019 en devenant champion d'Europe de skyrunning lors de la VIA Sky Race. Nous allons évoquer son parcours de vie et sportif, ses premiers pas de course en haute altitude, sa vision parallèle du trail running entre les communautés espagnoles et françaises, sa relation avec son sponsor principal Salomon et bien d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Jan Margarit Solé. Aujourd'hui, je suis avec Jan Margarit Solé, ou Solé. Hola, ¿qué tal, Jan? Je suis très content d'être là, merci. Bonjour à toi aussi et merci de m'inviter dans ton podcast. Je t'en prie, c'est normal. Alors, est-ce que tu peux me dire si on dit Sol ou Solé? Solé. Solé. Solé, mais tu as très bien T'as vu prononcé mon prénom. Jan. Je suis habitué déjà qu'on m'appelle Yann, donc Et oui, parce ça que fait plaisir. j'essaye d'apprendre un petit peu l'espagnol au fur et à mesure et je t'ai écouté dans pas mal de podcasts en Espagne et c'est vrai que c'est ce qui me permet de progresser un peu en espagnol. Déjà, bon, je te remercie de nouveau de nous rejoindre sur le podcast. La première des choses, c'est donc tu es le premier athlète de haut niveau qui m'a contacté en direct pour mon podcast et qui m'a félicité pour mon travail, donc ça me fait énormément plaisir.
Et on y reviendra un petit peu à la fin, mais toi aussi, il me semble que tu souhaites développer un petit peu un podcast espagnol et tu es en pleine réflexion et de création par rapport à ce projet-là. Tu peux nous en parler deux petites minutes? Ben oui, comme tu dis, j'ai connu ton podcast cet été, pendant qu'on était dans les Alpes. Et ça m'a beaucoup inspiré ton travail, tout ce que tu faisais, ta passion pour le trail et la qualité de ton podcast. Et donc, ça m'a fait penser que voilà, en Espagne, j'écoute pas mal de podcasts, que ce soit en espagnol, en français. Et en Espagne, il n'y a aucun podcast au niveau du trail. Juste là, il se commence à en démarrer un ou deux. Mais je pense que ça pourrait être intéressant aussi, un podcast du point de vue du coureur de niveau, euh, parce qu'on a toujours des points de vue différents et que ça pourrait être une expérience intéressante pour moi aussi. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais oui, à la base, je t'ai contacté aussi pour que tu me donnes quelques petits conseils et je t'en remercie. On a passé une belle heure au téléphone il y a quelques jours et ça m'a beaucoup aidé. Là, il faut juste passer à l'action, quoi. Très bien, ben, je te remercie en tout cas de m'avoir contacté et puis effectivement on a échangé pas mal et j'espère que ton projet va prendre forme rapidement. Diane, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Mais comme tu as bien dit, je suis né en Espagne, dans un village proche de Barcelone. Donc j'ai été là-bas j'ai fini le lycée. Pendant ces années-là, j'ai fait du hockey sur gazon. C'est pas le sport le plus commun, mais il est commun dans mon village. D'accord? Et, et du coup, on joue tous à ça. Mon frère, il y joue encore. Et du coup, ben, j'ai grandi en faisant de hockey sur gazon et en jouant avec mes voisins et mon frère, dont on passait les journées dans les forêts à courir à droite à gauche et on avait la maison de mes parents est proche à la forêt. Et jusqu'au jour où j'ai découvert la course à pied et le trail. Je devais avoir 10-11 ans que j'ai commencé à courir en tant que pour la prépa, pour le hockey. Et, ben, je devais avoir 12 ans que j'arrête le hockey pour me, pour me focaliser dans le trail parce que ça me plaisait beaucoup. Je voyais que j'étais pas mauvais. Donc ça me faisait aussi plaisir. J'avais toujours eu des problèmes à l'école et tout. Et dès que je me suis mis à courir, tout allait mieux. Donc j'ai voulu euh, y mettre plus d'efforts et je prenais beaucoup plaisir à courir. Donc de plus en plus, j'ai progressé et tout est allé vers le haut. Et c'était à la fin du lycée donc, que j'intègre le Team Salomon à niveau espagnol et que j'ai ma première expérience internationale. Donc vraiment mon premier presque départ de l'Espagne. Je prends mon premier avion et, et c'était pour aller faire ce qui s'appelait la Salomon Running Academy. D'accord. Que c'était une semaine de course à pied. Dans notre cas, c'était dans le lac de Garde en Italie. Mhm. Et ben, là-bas, j'ai connu, c'était à la base, c'était un training camp pour les jeunes à niveau international de Salomon. C'était la première année que ça se faisait. Et ben, là-bas, on s'est rencontrés avec Rémi Vonnet, David Emagnini, Lucie Bartolomeo. Donc, des gens qui ont tout gagné après, donc des super Tu, athlètes et que tu vas nous, on tu se vas, connaît depuis. tu vas nous raconter tout ça en détail. Moi, j'aimerais, excuse-moi de t'interrompre, mais j'aimerais revenir un petit peu plus en détail Oui, sur les débuts où tu as grandi en Catalogne. Donc, tu me ouais. disais hockey sur gazon, donc ça a été tes premiers pas de sport. Est-ce que tu peux nous parler de ce sport qui est relativement inconnu en France et qui, je pense, Ben ouais. est beaucoup plus populaire en Espagne et en Catalogne notamment? Oui, surtout en Catalogne. Donc, c'est un sport d'équipe où on joue à 11 sur un stade de gazon. On court après une balle qui ressemble à une balle de tennis sur la taille, mais
qui est beaucoup plus dur. C'est comme un caillou. Et, et du coup, ben c'est ça, j'ai joué à ça pendant très longtemps. Mais j'étais pas très bon, donc voilà. Mais, mais du coup, c'est un sport en Catalogne, surtout dans ma région. Il est assez populaire. Et voilà, c'est un sport d'équipe. Il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup d'effets culturels, société qui rejoint. Et, et voilà, ça m'a donné une base parce qu'il fallait faire un sport et du coup, tout le monde dans mon village faisait celui-ci. Mais dès que j'ai découvert le trail, ben, j'ai vraiment découvert un sport qui me plaisait et c'est pour ça qu'après, ben, j'y suis tombé amoureux. Et en Catalogne, donc pas attiré du tout par le foot, qui est un sport très très populaire là-bas, il me semble. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment le sport. Mhm. Quand tu vas à l'école, tout le monde joue au foot. Sauf, je pense que dans mon village, c'est presque le seul village où il y a autant de hockey sur gazon. Donc, on est un village de 10 000 habitants et il y a 4 clubs. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'ambiance et tout tourne un peu autour. Donc, tous tes potes font ça, soit du foot. Et, et du coup, Le village est situé où en Catalogne, tu peux préciser, il s'appelle géographiquement? Matadepera et c'est situé à 40 minutes du centre-ville de Barcelone. D'accord. Et on a des petites collines. Il y a aussi plein de sportifs de montagne, de sports d'outdoor qui viennent de là-bas. Mais du coup, voilà, c'est pas très loin de la Barcelone. Ouais. D'accord. Et, donc c'est un environnement plutôt ville ou campagne, ce village? Cette Non, ville? C'est la ville. c'est campagne, c'est ça. Moi, depuis la maison de mes parents, je pense qu'on prenait 50 mètres, non, 200 mètres de route Mhm. pour rejoindre la forêt. Et du coup, moi, j'ai grandi dans les forêts avec mes voisins et tout. Et c'est là-bas où on passait vraiment du temps. L'été, on faisait que aller avec le VTT ou aller faire une cabane à droite ou à gauche. Ou l'hiver, ben, au l'automne, on cherchait l'excuse pour aller chercher des champignons ou pour quoi que ce soit. Et on passait notre journée dehors Donc, dans les forêts, quoi. dès le début, très attiré par la nature. Oui, Tes parents sportifs, pas du tout? mes parents sportifs avec mon père qui fait surtout du tennis. Donc j'ai aussi joué pas mal quand j'étais petit, jamais en compète ou quoi. Mais mais aussi un passionné du VTT. Du coup, c'est lui qui nous a introduit un peu à aller avec le vélo et faire un peu plus de vélo. Mhm. Et Et ma mère, sportive à la base, pas tant que ça, mais on s'est mis à courir plus ou moins à la même époque. Donc c'est marrant parce que elle allait aux courses, elle nous disait: Ah, mais regardez, les enfants, il y a une course de 5 kilomètres pour les enfants, est-ce que vous voulez venir? Et nous, ah ouais, mais c'est comme ça qu'on s'est mis au monde des compétitions, quoi. D'accord. Et Ouais. ton premier pas, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, premier pas de trail. euh, Tu as un moment spécifique qui t'a marqué, où tu te rappelles ton entrée dans le trail running? Oui, tout à fait, tout à fait. Ça s'appelle la Cursa del Monrodon, que c'est au fait, c'est le sommet que j'ai derrière chez mes parents. Et du coup, c'était la course du village. Ils le font en début de février. Et, et il y a un an où j'ai entendu parler de ça et je me suis dit, bah, écoute, j'aime bien courir à l'entraînement de hockey, donc j'aimerais bien le faire. Et ma mère, du coup, elle m'a pris de côté, elle m'a dit, mais t'es sûr et tout que tu peux pas faire, tu veux faire ça et tout, on ira faire le parcours. Et donc on y est allé une semaine avant, essayer de faire le parcours. Et du coup, elle a vu que je devais l'attendre et que voilà, que je pouvais tenir. Donc elle a dû s'inscrire pour que je puisse courir. Et du coup, on a couru tous les deux et on est tombé amoureux de ça. En même Et temps. ouais. Ah, c'est cool. C'est cool. Ouais. Et au niveau parcours scolaire, comment ça se passe pour toi en Catalogne là-bas? Ben, du coup, ben, je fais jusqu'au lycée normal. J'ai fait le lycée en EES, ça s'appelle, les sciences.
Et, et j'aimais beaucoup de choses. Donc, je suis quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui se passe, tout ce qui lui Très passe curieux devant. donc. Ouais, je suis curieux. Mm. Et j'ai beaucoup aimé mes années de lycée. On avait nos copains, on avait un peu du sport l'après-midi. Mais, mais voilà, jusqu'au lycée, j'ai été là-bas. Puis c'était vraiment à la fin de la dernière année du lycée, j'ai senti que j'avais besoin d'un peu plus, que j'avais des nouvelles inquiétudes, que j'avais envie d'apprendre un peu plus sur mon corps, que j'avais envie de sortir du village où j'avais passé ma vie parce qu'on sortait presque pas. Mon père travaillait jusqu'au dimanche, donc de lundi à dimanche, on pouvait pas trop bouger. Et c'est à ce moment-là que l'option d'aller faire les études de STAPS à Font-Romeu apparaissent. À Font-Romeu, tu dis? Et à Font-Romeu, donc Donc dans en les France, Pyrénées, dans les Pyrénées en françaises. France. Mhm. Ouais, et je parlais pas du tout le français, mais du coup, je me suis motivé de plus en plus pour cette option. Donc, je connaissais déjà plusieurs trailers, skieurs de randonnée qui étaient là-bas et qui faisaient ces études là-bas et qui pouvaient faire ça en même temps que faire de l'autre niveau. Et du coup, je me suis motivé pour aller là-bas. Et ça a été vraiment une super expérience. Pour moi, une des super expériences de ma vie, super positive. D'abord, j'ai appris une langue que j'ai. Tu as très bien appris, hein? Ben, plus tard, j'ai eu plus de motivation pour l'apprendre, donc pas que la fac, mais le problème quand on était à Font-Romeu, c'est qu'il y a quand même un gros niveau d'athlètes qui sont catalans, donc moi j'ai toujours habité avec des gens qui étaient catalans, donc au quotidien je parlais catalan et deux fois en cours je parlais français, mais c'était quand même moyenne. Mais j'ai eu de la chance de connaître ma copine, donc bientôt ça fera 2 ans. Donc ça D'accord. a été une motivation en plus, beaucoup, pour m'améliorer en français. Et du coup, c'est à partir de ça que j'ai vraiment progressé en En français français. Mhm. et que j'ai appris à bien parler. Et tu Ouais. voulais faire quoi à cette époque quand tu t'es engagé dans cette formation STAPS? C'était quoi ton objectif? Mais mon objectif, c'était deux objectifs en même temps. C'était vraiment d'apprendre à tout ce qui se passait dans mon corps pendant l'effort, pendant l'exercice, et d'essayer d'apprendre pour pouvoir devenir plus tard un coach sportif, quelqu'un qui connaît et qui puisse encadrer, donc peut-être potentiellement une équipe de trail Mhm. ou en pensant que peut-être ça allait évoluer comme des sports que je suis, comme le VTT ou sur un peu plus encadré et pas aussi libre que c'est maintenant. Et en même temps, donc, essayer d'arriver à mon maximum en tant que trailer, en tant que essayer d'exploiter tout mon potentiel et de voir jusqu'à là où je pouvais arriver, d'essayer d'apprendre des gens qui étaient là-bas, donc des coureurs comme Oriol Cardona, qui est maintenant dans les meilleurs, mais j'ai pu y partager beaucoup grâce à ça. Et du coup, voilà, d'essayer de me donner une chance de sortir de mon village et de découvrir une vie qui avait l'air très intéressante et très belle. C'est intéressant. Tu es encore en formation au niveau STAPS aujourd'hui? Ben, j'ai fini ma licence D'accord? il y a 2 ans du coup. Et du coup, je suis licencié en STAPS et j'ai fait quelques entraînements en ligne. Mhm. C'est une chose que j'essaye de potentier un peu. Et, En et France ou en après ça, Espagne? j'ai passé aussi, surtout en Espagne, mais bon, parce que les clients que j'ai jusqu'à présent sont espagnols. J'aurais aucun souci à le faire en France. Donc voilà, Et la communication est ouverte par le biais du Let's Try Podcast, hein. Si vous avez besoin d'un coaching par Diane, n'hésitez pas à le contacter. c'est ça, c'est ça. Et, et du coup, ben oui, et j'ai aussi passé le diplôme pour être prof de ski de fond. C'est un sport que j'ai découvert
pendant mes années à Font-Romeu. Je faisais pas du tout de ski avant et ça m'a beaucoup plu et j'adore vraiment comme sport. Donc j'ai passé ma formation et maintenant pendant l'hiver je travaille dans la même vallée qu'à Font-Romeu. J'aime bien de retourner là-bas, j'ai plein de copains, j'aime beaucoup être là et je travaille là-bas en tant que moniteur de ski. Et tu en as parlé tout à l'heure. Une question me vient. Alors je sais que c'est un peu touchy, un peu compliqué en Espagne et en Catalogne de parler de ce sujet-là, mais j'ai du mal à saisir l'approche entre espagnol et catalan. Aujourd'hui, quelle approche il y a entre les deux mentalités, on va dire, si je puis dire. Mais c'est compliqué et ça dépendra beaucoup d'à qui tu parles. Je pense que il y a 2 ans, il y a eu beaucoup de mouvements à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, de mon côté, j'ai été assez intéressé par ce sujet-là, surtout vers le 2017, jusqu'à 2017, où vraiment il y a eu des choses qui avaient l'air de changer. Mais au final, je pense que je me suis un peu découragé Mhm, et un peu déconnecté de ce sujet parce qu'au final, ben, oui, je viens de là-bas, mais j'ai jamais été très nationaliste. mhm, Et je pense que en Catalogne, c'est quelque chose qui s'est créé ces dernières années, le nationalisme un peu plus étendu. mhm, Avant, oui, il y avait certains nationalismes, mais c'est resté quand même une petite chose. Et c'était devenu un peu une mode d'être catalan ou d'être pas du tout catalan et être plutôt espagnol. Moi, j'ai rien contre l'Espagne, j'ai rien contre la Catalogne. En fait, c'est 2 pays que j'aime beaucoup et que voilà, ça fait partie de mon histoire. mhm. Mais maintenant, j'essaie j'ai beaucoup voyagé, je pense, j'ai beaucoup passé de temps en France et je vois que voilà, là, c'était un conflit qui est devenu très populaire et dont on en parlait dans les médias, mais que ce conflit, il existe un peu partout dans le Mhm, monde, mhm. que les pays, c'est des frontières qu'on s'est inventées, donc qu'au final, d'être d'un village ou de l'autre, ça change pas grand-chose, on Ouais, est tous des êtres humains. ça t'a ouvert l'esprit, quoi. Et, et comme comme il aime bien dire mon pote Aritz, copain du Team Salomon en Espagne, je suis un citadin du monde. Mhm, C'est-à-dire que voilà, je vis dans un van. euh, je suis espagnol, mais je passe ma vie en France si je peux. Et, et moi, si tu me demandes, vraiment, je pense que je suis espagnol, pareil que je suis catalan. Donc, dans ma carte d'identité, il y a les deux. mhm. Et, et je ne peux pas me positionner d'un côté ou de l'autre. Et il y a des coureurs, par exemple, qui ont du mal, surtout des coureurs basques, à courir avec l'équipe espagnole. Donc, ils vont dire non à aller en mondiaux. Moi, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Je pense pas que ma carrière sportive doive se limiter pour ça. Mhm. Et, et du coup, j'essaie de pas trop me positionner parce que je pense que c'est pas positif pour moi. Et voilà. D'accord. Pour revenir à ta pratique de trail running, à quel moment tu prends conscience que tu peux performer dans le trail? Mais moi, je pense que j'en prends conscience assez tôt, mais pas jusqu'à un très grand niveau. Donc, ça veut dire que dans les premiers championnats d'Espagne où je suis en tant que cadet. Et, et je m'en souviens, c'était un kilomètre vertical en contre-la-montre. Et je sortais, ben, il y avait tous les filles cadets et tous les hommes cadets, je pense, qui sortaient avant moi. Et moi, j'étais le dernier par loterie, et Mhm. c'était tombé comme ça. Et du coup, je suis arrivé le premier en haut. Donc, ça veut dire que j'avais doublé tout le monde. Et je fais quatrième au scratch, et D'accord. donc premier de ma catégorie. Et je rate le podium parce que je m'étais arrêté, parce qu'il y avait un photographe et je me faisais une photo.
Donc voilà, ce jour-là, je me suis dit, on s'est tous dit, bon, peut-être il sert à quelque chose, ce gamin. Et, et ce jour-là, je pense, ça a marqué un avant et un après. Euh, de me dire, waouh, c'est quand même, c'est plus des courses de village, il y a des gens qui s'entraînent ici. Et du coup, j'ai gagné et tout, c'était cool. Moi, pour moi, ben, je n'étais pas arrivé à cette conclusion-là. Mais du coup, il y avait les gens de l'équipe catalane, par exemple, donc, qui m'avaient dit, m'avaient félicité, je m'avais raconté donc, comment ça se passait et ce que ça représentait. Et, et du coup, je pense que c'était le premier avant-après et qui m'a motivé et encouragé pour la suite. Et après, donc, mon premier été, quand j'étais arrivé à Font-Romeu, c'était la première année où j'ai passé à faire des courses à niveau international. Et pareil, la première manche de la Coupe du Monde de skyrunning à laquelle je suis allé, c'était à Livigno, donc en Italie, frontière avec la Suisse. Une course avec un parcours nouveau et qui avait l'air exceptionnel. Et du coup, c'était ma première fois sur la distance. C'était en 30 et quelques kilomètres. Et donc, 4 heures de course pour un petit gamin, c'était bien. Et je me suis retrouvé à courir avec des gens que je suivais sur les réseaux sociaux, que j'en avais entendu parler. Et j'ai fait une course en partant très doucement, parce que pour moi, je suis parti pour un ultra. Je me souviens que, bon, voilà, je vais te raconter un petit truc après, mais voilà, je me suis retrouvé à courir avec Tadej Piouk ou des gens comme ça qui avaient été des super coureurs. Et ben, je suis arrivé en pleurs et j'ai fait 12e. Donc, c'était vraiment magnifique. J'ai passé une belle partie de la course en tête. Je me suis fait doubler à la dernière montée par Tadej qui a été le vainqueur. Et ce jour-là, j'ai connu aussi un de mes idoles et qui m'a beaucoup aidé et appuyé depuis ce moment-là. C'était Marco De Gasperi, c'est un coureur italien Qui a qui a inventé, on va dire, a proprement inventé le skyrunning, quoi, presque. Hein. ouais, c'est ça. Et qui a tout gagné en Mhm. skyrunning, en trailrunning, et qui a été une super machine, et qui court encore, et qui est fort encore. Et voilà, qui a toujours cru en moi depuis ce jour-là. Et pour moi, ce jour-là, c'était le jour où je me suis dit, waouh, on peut faire des choses très bien en se faisant beaucoup plaisir et en continuant comme ça. Et pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux expliquer les principales différences qu'il y a entre le skyrunning et le trail running? Mais le skyrunning, je me suis un peu focalisé sur ça ces dernières années. C'est du trail running, mais normalement sur des parcours assez exigeants et un peu plus extrêmes. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dénivelé si tout se passe bien et pas mal de technicité. Donc on peut trouver des parcours avec 20 ou 22 bornes, comme ça peut être le Sky Race comme à Pedrosa par exemple en Andorre, où il y a presque 2000 mètres de dénivelé, je pense, ou plus de 2000 peut-être. Et c'est des courses vraiment avec beaucoup de montées, des montées très raides, donc qui ressemblent à des kilomètres verticales, des parties techniques normalement, donc des passages sur des arêtes, des passages avec des cordes ou des néviers, euh, puis des c'est ça, c'est des courses vraiment un peu plus techniques que ce qu'on a l'habitude. Sur des formats qui sont peut-être un peu plus courts que les trails, les ultras ou quoi, Sur des formats mais qui beaucoup ont plus techniques et beaucoup plus l'habitude montagneux. d'être maximum un marathon ou normalement plus court qu'un marathon, et, et, mais qui en termes de temps sont beaucoup plus longs de ce qu'on a l'habitude pour un format de cette distance-là. Et toi, Ouais. tu avais l'habitude de la montagne quand tu as commencé le sky, parce qu'il me semble que tu as commencé par le skyrunning. Tu avais l'habitude de ces environnements un peu abrupts.
Ben oui, c'est ça, c'est le mot, c'est abrupt. Et j'ai bien l'habitude de ça parce que ben, chez mes parents, c'est ça, on est proche de la ville, mais on a des petites montagnes. Donc on habitait à 400-500 mètres et le sommet le plus haut, donc on arrive depuis la maison, c'est à 1100. Donc on avait quand même un peu de montée. Et dans ces montées-là, ben, c'est vraiment technique. Il y a beaucoup d'endroits où c'est connu pour faire de l'escalade et ça ressemble aux montagnes de Montserrat. Je ne sais pas si tu connais, mais Non. c'est une chaîne à une quarantaine de minutes de Barcelone aussi qui est vraiment connue et où je te recommande vraiment d'aller Mhm. parce que tu n'auras jamais vu un truc pareil. Donc c'est juste des petites cailloux qui se sont rassemblés. Donc à la base, ben, il y a des milliards d'années, c'était une mer et la mer est partie. Donc l'eau est partie de là-bas et du coup c'est le fond de la, c'est ça rejoint, c'est l'endroit où une rivière rejoignait la mer. Donc il y a plein de sédiments et qui se sont rejoints genre Mhm. ensemble. Et c'est des montagnes qui sont faites par plein de petits cailloux qui se sont rassemblés. Donc ça mène à des formes très bizarres et des parcours qui peuvent être assez engageants. Mhm. Donc j'avais l'habitude de ça. Moi, quand j'étais plus petit, ben, je me faisais plaisir à aller faire des petits couloirs, et ce qu'on appelait des couloirs là-bas. Et je sortais avec mes baskets, je faisais 30-40 minutes de course à pied et je pouvais passer 1 ou 2 heures ou trois à faire des petits couloirs. Et après, ben, je devais rentrer en courant parce que j'étais toujours à la bourre. Mais, mais du coup, oui, j'ai toujours aimé ces côtés un peu plus techniques, un peu plus aventure. Et maintenant, de plus en plus, je pense que le côté athlétique, il est aussi important parce que le niveau en trail, il fait que monter, que monter et que monter. Et le niveau, il se met un peu plus sur ses côtés trail running que skyrunning, peut-être, ou sur ses côtés un peu plus athlétiques, pas, genre, pas tant technique. Mhm. Et je trouve ça très bien. Je trouve que c'est une belle progression et que, au final, même si je nous mets sur un parcours skyrunning, la vitesse est tellement élevée tout le temps Mhm. qu'il faut être un super athlète. Donc, j'ai laissé un peu ça de côté, mais j'aime quand même me mettre sur des endroits un peu techniques et me faire plaisir sur des crêtes, quoi. À quel moment tu bascules sur des formats un peu plus, un peu moins aériens? Tu te rappelles la période? Mais je me considère quand même un skyrunner Mhm. parce que j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup faire des montagnes vite et le concept aussi de faire une montagne pour la descendre Oui, et parce que que c'est ce ça soit le la course. concept initial du skyrunning, c'est Ça, partir du village le plus proche du sommet et faire un aller-retour en faisant un record, c'est si ça. je dis pas de bêtises. Ouais, mais c'est un peu ça, ouais. Et je pense que moi, c'est ce qui me plaît, c'est pas juste d'aller courir, mais aussi que ça ait un peu un sens. Et je trouve que pour une course, un sens très logique, c'est monter et descendre une montagne en faisant une boucle, par exemple, pour que ça soit plus joli et que ça soit pas répétitif. Mais je trouve que c'est un sens qui est très logique. Donc, si la montagne est plus proche, la course sera plus courte. Si la montagne est un peu plus longue, Mhm. la course sera un peu plus longue. Je comprends aussi que le sport évolue, donc ces formats vont changer, ces logiques vont changer. Et aussi, on peut trouver des logiques très intéressantes, faire le tour d'un lac, aller d'un village à l'autre, ou des traversées qui se sont faites depuis des longues années et que maintenant sont en format de compétition. Je trouve ça super intéressant. Donc, le moment où j'ai basculé, je pense que j'ai jamais fini de basculer. Donc, l'année dernière, j'ai quand même fait 2 ou 3 belles skyrunning. Mais c'est le fait que le niveau fait que monter. Donc, qu'on doit, nous, pour notre prépa, être prêt à tout ce qu'on va trouver. Donc, je pense que c'était après 2018, peut-être, je me suis dit, il faut aussi que tu fasses un peu plus du coureur, que tu cours un peu plus, que tu apprennes à courir vite, que ça ne te pose pas de problème d'aller à une certaine allure, parce que tu en auras besoin, que ce soit pour faire une course un peu plus roulante
ou que ce soit pour faire une course plutôt type skyrunning. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là et de plus en plus que je me rends compte que maintenant un trailer ou un coureur de montagne, il doit toucher un peu à Il est tout. Et complet. ça, Il faut c'est qu'il très soit bien. complet. Ouais, complet et polyvalent. Ouais. On va continuer un petit peu sur le sujet. Tu es sponsorisé par Salomon, donc initialement par Salomon Espagne et puis là aujourd'hui par Salomon International. Tu as participé aux Açores à la Golden Trail World Series qui a été créée et développée par notamment Greg Vollet que je salue. Euh, Tu peux nous expliquer deux choses. Comment tu t'es qualifié pour ces Golden Trail World Series et est-ce que tu peux nous raconter les quelques jours que tu as passé là-bas? Ben oui, tout d'abord, je veux commenter que je suis tout à fait d'accord avec son projet de Greg avec les Golden Trail Series. Je pense qu'il a réussi. Ben, j'ai aussi écouté le podcast que vous aviez fait et je pense qu'il a vraiment réussi son objectif, que c'était de trouver dans une compète un très grand niveau en trail, que ça va encore évoluer un peu. Mais cette année-là, dans les Azores, c'était vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de niveaux. Et moi, je me suis qualifié grâce à un bon, je sais plus comment Golden ça Trail s'appelait. National? Ouais, les Golden Trail Golden National Trail Series. Championship national. Euh, ouais, En donc Espagne donc. l'Espagne. Mhm. Donc l'an dernier, j'étais classé 12e. J'avais ponctué avec Zegama, le Sky Pyrénéo, que c'était aussi dans le circuit de la World Series, et une course que je vous recommande à tous en Espagne qui s'appelle le Trail Cap de Creus, qui est à la frontière avec l'Espagne et la France. Et, et du coup, voilà, C'était j'étais récent le classé. Cap de Creus, c'était en Oui, septembre, non? il a été fait, mais c'était cette année-là, genre en 2020. Mhm. Moi, j'étais qualifié grâce au Golden National Series 2019. Et cette année-là, la course qui donnait les Golden Tickets, c'était le Trail Cap des Creus, Mhm. que voilà, sur un format de 20 km, tu as une course roulante et rapide, mais très belle et qui peut être très longue, avec une montée à la fin qui peut toujours poser des problèmes. Et c'est une course vraiment magnifique dans un cadre très très beau et où je vais même en vacances et tout. J'aime vraiment beaucoup aller D'accord. là-bas et que j'adore faire. Donc j'ai pas pu aller cette année, mais j'espère y retourner l'année prochaine. Mhm. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces quelques jours? Donc, Ouais. pour ceux qui ne savent pas, les Golden Trail World Series cette année ont été organisés aux Açores au Portugal, sur les îles des Açores au Portugal, avec un format à 4 étapes. Entre 20 et 30 km, avec à chaque fois plus de 1000 mètres de dénivelé, et un prologue au départ pour déterminer l'ordre de classement. Et ce qui est intéressant dans ce format qui a été développé notamment par Greg, c'est qu'il y avait des classements systématiques à chaque étape par rapport au sprint, à des parties montées et à des parties de descente. Donc un peu à l'instar de ce qu'on retrouve sur le Tour de France avec les maillots à poids, etc. Donc est-ce que tu peux nous décrire, alors pas dans le détail, vraiment un gros détail, mais dans les grandes lignes un peu ces 4 jours que tu as passé là-bas? Mais oui, pour moi, c'était une super expérience. Je pense que on était tous très contents de se retrouver et de pouvoir faire une compète avec cette année qu'on a eue. Et, et du coup, ça a commencé par le prologue. Donc, avec l'impatience un peu, les doutes de qu'est-ce qui allait bien faire, qui allait se réserver un peu. À la fin du prologue, c'était 15 minutes à fond. Et, et on a tous vu que presque personne s'était réservé. Donc, C'est au clair. départ, on disait tous oui, non, moi je vais garder un peu parce qu'après, il y a 4 jours de course. Non, personne s'était beaucoup réservé. Et ça a été cool. C'était cool de voir les gens qui courent très vite. Moi, personnellement, c'était une super expérience de courir à ces vitesses-là. Au final, on n'est pas habitué de partir pour 15 minutes. Donc, c'était super. Bon, à nouveau, les copains qui sont forts, qui continuent à être forts, c'est qu'ils s'étaient bien préparés. Tu vois les résultats. Et, et c'était très sympa. Après, ben, on est parti pour 4 jours de course. Donc, un format où on est
pas du tout habitué au monde des trails à ce niveau-là. Et que c'était une surprise voir comment on allait réagir. Mais moi, je partais avec une, euh, une pensée que je pensais que ça allait être comme ça et que c'était que les gens qui allaient être devant, ils allaient pas péter. Donc voilà, je pouvais pas te dire oui, je fais le 20, mais ils vont péter. Personne ne pète pas. Donc c'était cool de voir autant de niveaux dans une compète. Et autant de niveaux pendant 4 jours. Les départs, ils étaient monstrueux. Tous les jours, ils partaient très vite. Il fallait vraiment s'échauffer tous les 3 jours, genre tous les 4 jours, avec des parcours qui combinaient un peu tout et qui étaient pour moi bien trouvés, vu la situation et vu ce qu'on avait. Alors, en Donc, plus, avec des... je t'interromps, mais vous avez pas eu de chance parce que pendant 4 jours, vous avez eu un temps de chiottes. Et puis, Ouais, il me semble, si je dis pas de bêtises, que quand vous êtes parti des Açores, ben, il faisait beau, en plus. ben ouais, c'est tout à fait ça. Même le 3e jour, on devait changer d'île pour aller à l'île de Pico, qui s'appelle, donc où il y a un volcan qui monte à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc ça allait être une étape complètement différente et on a fini par faire une boucle qui était vraiment belle, mais du coup qui n'était pas prévue. Et oui, c'était 4 jours de pluie, donc De la 4 boue, jours du vent, de avec, la pluie, voire même de la neige, il me semble, non? Si je dis pas. oui, on n'a pas eu de neige, Pas une non, neige, mais non. oui, du vent et de la pluie et du brouillard, tu voyais pas, genre, tu voyais pas à 100 mètres ou Mhm. 150 mètres plus loin. Donc, souvent, tu voyais pas qui t'avait devant ou si quelqu'un t'était en train de s'échapper. Mais c'était vraiment un format intéressant. Je pense qu'on a tous été très contents. Euh, Là, en remplissant l'enquête de fin de course, je me demandais si ça allait être un format qu'on aurait pu aussi bien soutenir pendant 4 jours après toute une saison normale de trail, que ce Mhm. soit skyrunning, que ce soit golden, que ce soit ce que ce soit. Mais que vous, la situation, c'était une super expérience et une super idée. Tu Et penses je que ça pense aurait été que compliqué d'assumer cette course à étapes dans une saison normale avec les courses que vous auriez fait jusqu'à là? Ça aurait été compliqué? Je pense que à niveau récupération, ça aurait été beaucoup plus difficile parce que je pense qu'on arrive tous un peu fatigués déjà au mois d'octobre. Donc il faut pas dire le mois de novembre. Et, et que ça serait un format qu'il faudrait essayer, bien sûr, mais que peut-être les résultats, ça aurait été un peu différent. Genre peut-être plus de gens ou plus les jeunes comme moi, comme des Mhm. gens qui ont pu finir devant. Peut-être on aurait eu un peu plus de mal à tenir tous les 4 jours. Est-ce que tu peux nous parler d'un meilleur moment à retenir là dans ces 4 jours? Si tu en avais un à Mais choisir? j'ai pu courir avec beaucoup de copains. J'ai pu passer du temps avec eux. Et je pense que un des moments les plus marrants, c'était pendant la 12e étape, quand on était au sommet, au volcan, où on montait tous les 4 jours, et qu'il y avait tellement de vent qu'on courait un peu incliné. Donc, j'étais avec un autre copain catalan, et on se tournait parce que c'était vraiment trop drôle de voir l'autre en train de courir incliné. Et voilà, il y a une vidéo de Max King De Max avant King, je l'ai vu, ouais. ces mêmes jours. Et voilà, c'était vraiment ça. J'avais jamais vu autant de vent. Et on a beaucoup rigolé, genre on gueulait de bonheur Mhm. et de plaisir. C'est chouette. On peut Ouais. parler un petit peu de la situation par rapport au Covid. Comment ça s'est passé en termes protocole sanitaire? Ça a dû être pas simple à mettre en place, j'imagine. Je pense que ça a été bien géré et ça a été, j'imagine que difficile à mettre en place, mais qu'ils ont été, je pense que les mesures étaient bien et elles ont été bien respectées pour les athlètes, pour l'organisation et pour tous. Donc pour y accéder, on devait tous avoir un PCR négatif. Mhm. Ça rassurait un niveau de voyager là-bas et pas amener le Covid là-bas parce que je pense que c'était le plus important. C'était pas
amener le Covid dans les îles. Bah surtout, Je ouais, pense et, que quand c'est une situation insulaire, c'est compliqué, hein. ouais, c'est Ils, clair. ils font très gaffe à pas. Parce que si tu ramènes une ou plusieurs personnes ramènent le Covid dans un milieu insulaire, ça peut être Ouais, très compliqué, quoi. ouais, c'est clair. Et du coup, non, je suis content niveau mesure. Moi, j'ai passé, ben, c'est ça, moi, j'ai été en Espagne pendant le confinement. Mhm. J'ai été déconfiné en Espagne, puis je suis passé en France et j'ai été choqué de comment les mesures étaient beaucoup plus restrictives en Espagne qu'en France. C'est vrai? Donc, nous, en Espagne, on a passé l'été où le masque était obligatoire partout. Mhm. Des fois plus nécessaire, des fois moins nécessaire. Ça sera au médecin de choisir. Mais après, je suis passé en France et le masque était. Personne ne portait le masque, quoi. Mhm. Donc, je suis content avec les mesures qui ont été prises aux Azores et comment on était respecté pour les coureurs. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai pu, par exemple, passer mon PCR le matin même auquel je prenais l'avion. Alors qu'il y a eu des gens qui ont dû le passer 3 4 jours avant et ils ont dû en repasser un deuxième juste à l'arrivée. Ils ont été confinés pendant qu'ils attendaient les résultats. Mhm. Donc, pour moi, j'ai eu de la chance, c'était facile. Il y a eu même des personnes qui n'ont pas pu prendre le départ à cause D'accord, du test, mais je pense que c'était une mesure bien nécessaire. sûr. Donc, voilà, que je suis content avec les mesures qui ont été prises. Est-ce qu'on peut, pour en terminer avec le Golden Trail World Series, est-ce qu'on peut parler de Ouais. cette nouvelle formule avec les tronçons significatifs qui ont été mis en place, que ce soit sprint, montée ou descente? On peut en parler 2 minutes? Comment tu l'as Oui, ressenti? oui, bien sûr. Ben, je pense que, voilà, si on en parle ici, c'est que vraiment, ça a eu son objectif, a été réussi, c'est qu'on en parle. Mhm. Parce que je pense que la compétition principale des Golden, ça doit rester le général. Je pense que d'abord, ces segments, c'est marrant, ça fait pas de mal. Ça apporte un peu plus de spectacles, ça apporte un peu plus d'exhibition, de quoi parler pour les médias, même pour la course même. Mhm. Et ça peut même apporter des nouveaux profils qui viennent juste pour faire ces segments ou qui se spécialisent un peu à ces segments-là. Je pense que l'important, ça doit rester le général. Donc voilà, je trouve pas bien que peut-être que c'était payé le même de gagner un sprint ou une montée que Mhm. de gagner l'étape. Bien sûr. Donc, ça, peut-être, je suis pas tout à fait d'accord, mais je pense que ça reste un beau format et que ça reste un truc intéressant à maintenir pour la suite. Très bien. Tu finis 21e de cette compétition. Tu es satisfait de ta performance ou tu aurais Euh, pensé je, faire mieux? je suis satisfait, je pensais faire mieux. Un énorme Euh, plateau quand même, hein. un énorme plateau, ça c'est sûr. J'étais dans les 10 jusqu'à la fin de la troisième étape. Mhm. Donc j'ai fait les deux premières un peu en essayant de garder un peu, mais vraiment en gardant pas beaucoup parce que sinon tu perdais trop de temps. Mhm. Euh, la vérité, c'est qu'à la montée, j'ai vu qu'ils étaient plus forts que moi. Tous ceux qui luttaient pour le top 15-20, ils Mhm. montaient plus vite que moi. C'est moi qui a pas bien travaillé cette année, qui a voulu essayer de gagner un peu plus en endurance. L'objectif, c'était de tenir tous les 4 jours Mhm. bien à une bonne vitesse et je pense qu'à ce niveau-là, je suis content. Mon objectif est réussi. Maintenant, il faudra retravailler dans les montées et dans les vitesses de course pour ce niveau-là à nouveau pour l'année prochaine. Mais j'attendais à être un peu plus devant, c'est ça. Au bout de 3 jours, j'étais classé le 10 à 4 secondes de Thibaut qui était 11e, qui a fini dans les 10. Mais on était peut-être 5-6 personnes avec 1 minute d'écart et à Avec Nicolas jouer pour Martin la notamment. 10e place. Nicolas Martin qui était un peu plus devant, Mhm. donc il y avait 3 ou 4 minutes d'écart d'avance avec tous ceux qu'on luttait pour la 4e place, D'accord. avec Johan Boja par exemple, qui a fait une super compétition et qui a démontré qu'il est là au premier niveau, un niveau international, qui avait déjà démontré aux France. Euh, mais voilà, la fin de troisième étape, je me suis bien tordu la cheville
Et, et la quatrième étape, dès le départ, j'ai commencé à me tordre la cheville et ça me faisait vraiment mal. Je pouvais courir en courant, j'avais mal aussi, donc j'ai dû descendre ma vitesse et j'ai fini avec le coup de banc et pour finir la course. Du coup, cette 21e place, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu. C'est pas tout à fait ce que je ressens après mon effort, mais c'est ce qu'il y a. Maintenant, ça fait 10 jours que je cours pas avec le pied qui est pas très bien. Donc, je pense que j'ai bien fait de ne pas forcer autant et d'essayer de privilégier ne pas me faire plus mal au pied que gagner une position dans le général. Est-ce que tu peux, sans trahir aucun secret, nous dire si de ton point de vue, ce format à étapes et avec ces fameux tronçons sera reproduit les années à venir ou pas? Je sais pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas. Je pense que ça peut l'être, mais je le sais pas. Je veux pas te mentir. Hier, on a reçu une enquête de satisfaction ou une enquête après finale. Et ils se demandaient. Et moi, j'ai choisi l'option de pourquoi pas l'alterner des années avec une finale à une étape et, Mhm. et des années avec une finale avec un format par étape. Mais j'ai aussi choisi l'option un prologue qui compte à quelque chose, pas que à choisir l'ordre de départ. Mhm. Puis 3 jours à la place de 4, parce que vraiment le quatrième jour, les têtes étaient vraiment, C'est très compliqué, les j'imagine. têtes étaient vraiment déjà fatiguées. Et... Mais oui, je pense que ça peut rester. Je sais pas si ça le fera, mais que ça peut être un format intéressant pour la suite. Très bien, ben merci d'avoir fait le tour. Alors là, je veux te faire écouter un petit son. Est-ce que tu peux répondre à ça? Bueno, ahí va la pregunta para Jan. ¿Qué pasa, Jan? ¿Qué tal todo por ahí? A ver, mi pregunta es, ahora que tienes 22 años, como te digo yo, estás hecho un nini, ya sabes que te lo digo en broma, pero mi pregunta es saber dónde te ves de aquí a 10 años. Venga tú, figura, nos vemos. Alors, est-ce que tu peux déjà nous traduire pour les francophones et ceux qui parlent pas espagnol, qu'est-ce qui a été dit et nous parler de la personne qui t'a posé la question, si tu as reconnu? Mais je vais d'abord parler de la personne, parce que c'est Harit, c'est mon poteau par excellence dans le monde du trail. Donc Harit Je l'ai Egea. connu, Harit Egea, Ouais. ouais. Pour les Français, Artis, on ne sait pas pourquoi, mais du coup, ils l'appellent Artis. Donc maintenant, moi aussi, je l'appelle Artis. Et on s'est connus en 2017 lors d'une étape de la Coupe du Monde de skyrunning aux États-Unis. On s'est connus dans une piscine. On était tous les deux, on est restés jusqu'à ils nous ont viré de la piscine. Je sais pas si c'était 23h ou minuit. Et depuis là-bas, on a une super relation, on s'entend très bien. Et il a intégré le Team Salomon l'année d'après. Et vraiment, c'est mon coloc de chambre par excellence. On est tout le temps ensemble. Il a toujours une blague, il a toujours un bon commentaire à te faire. Et c'est vraiment une super personne qui a passé pour plein de choses, qui est père de 3 enfants et quand même coureur d'un super niveau en trail. Et voilà, quelqu'un que j'admire beaucoup. Comme il dit dans ce message où il me passe le bonjour, il me dit que voilà, qu'il est content de partager avec moi. Et que, comme il dit toujours, ben, je suis ni, donc ni travail ni études, selon lui. Et où est-ce que je me vois dans 10 ans, il demande. Bonne question. Je pense que je veux courir encore. J'espère faire de l'autre niveau encore. Je pense que j'ai envie de courir très longtemps. Un de mes référents, pour pas parler d'idole, c'est Toffol Castagnet. Mhm. C'est un autre gars qui court dans l'équipe Salomon Espagne et qui a, dans 2 ans, il va faire 50 ans, je pense. Et il fait encore de trail running à un bon niveau. Il fait encore le CCC, l'OCC ou genre une des courses de l'UTMB chaque année. Et dès qu'il tout assoit avec lui dans la table, c'est d'abord il part de l'UTMB et après il part d'autre chose. Et voilà, j'espère avec cette image-là essayer de me faire plaisir et d'en profiter de ce sport que j'aime pendant très longtemps. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'approfondir dans ce sport
et que je pense au podcast en tant qu'un moyen d'approfondir à ce sport, pas que en tant que pratiquant, donc pas que en tant que coureur, mais aussi en tant que quelqu'un qui essaye de faire grandir ce sport, de le donner à le connaître, qui essaye de connaître toutes les versants, les athlètes, un peu comme est-ce que tu fais, et vraiment c'est pour ça que je suis beaucoup ton podcast avec Très gentil. avec plaisir, parce que tu m'as fait découvrir des côtés du trail que je connaissais pas tellement ou qui m'échappaient, et voilà, j'ai envie de découvrir ce sport un peu plus profondément, et je pense que dans 10 ans j'espère rester le plus proche au trail et au monde du sport. À niveau professionnel, maintenant, ma dédication principale, c'est le trail. Je ne sais pas si ça le sera dans 10 ans. Tant mieux si c'est que oui et que je suis à fond dedans et que je suis très motivé. Sinon, c'est ça, ce petit projet que j'ai avec les entraînements d'athlètes, ça me plaît. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais de promouvoir pour la suite. On aimerait bouger un peu dans les Alpes avec ma copine, donc qui va être licenciée, les vétos se licence ou C'est bon, qui va diplômée. diplômé, voilà, merci. Bon, qui va être veto en début d'été prochain. Donc, on a été déjà cette année un mois à Creuseuil, donc entre Annecy et Genève, Mhm. dans la clinique d'une traileuse, donc Annelise Rousset. Je ne sais pas Oui, si, je si connais tu de nom. l'as passé dans le Que je salue d'ailleurs, Et, j'ai pris contact avec elle ouais, récemment. qu'on salue d'ici. Et du coup, on a passé un mois là-bas, ça nous a beaucoup plu. Donc, on espère pouvoir bouger dans les Alpes à partir au plus tard de l'année prochaine, et trouver une clinique véto qui soit proche des montagnes. Et moi, j'espère pouvoir continuer à faire mon métier d'hiver, que c'est être prof de ski, et qui me plaît beaucoup, et le combiner avec un petit truc en plus pendant l'été, pendant que, pareil que je fais maintenant. On te souhaite tout le meilleur pour tous tes projets à venir. Ouais. Si on peut revenir un petit peu au côté performance, si tu devais retenir une seule qualité qui te permet de performer par rapport aux autres. Alors je sais que c'est une question pas évidente, mais si tu devais en ressortir une seule. Moi, je pense que j'ai une facilité à être dans le milieu. Donc, j'ai passé, Tu comme on t'adaptes. parlait tout à l'heure, je m'adapte, et j'ai aussi passé beaucoup de temps dehors quand j'étais petit. J'aime encore en passer beaucoup. Et, et j'ai une capacité à m'adapter, à, à me déplacer vite dans des terrains techniques qui est assez importante, et qui, avec un peu de travail, peut encore s'améliorer, mais que naturellement, je suis un bon descendeur, je bouge bien dans les endroits techniques, et je pense que c'est quand même un truc en plus, parce que c'est de l'énergie que je dépense pas par rapport aux autres. Après aussi, je suis un passionné de la montée, j'adore monter. J'aime beaucoup les montées, et le plus raide, le mieux. Mhm. J'aime beaucoup monter, faire des montées raides en courant. Et, et je pense que c'est deux choses qui ont un peu décrit ma façon de courir, et que j'aime, que maintenant j'essaie de travailler d'autres aspects, mais sur lesquels je me suis focalisé pendant très longtemps, et que maintenant j'en ai un peu les résultats. Et si tu devais améliorer une qualité, ça serait laquelle? Le fait de courir. Le fait de courir, j'ai du mal à faire une sortie longue en courant. Mhm. Donc, s'il n'y a pas des trucs techniques, s'il n'y a pas des passages techniques, ou mes courses à pied pourraient durer une heure et demie. Mais j'ai du mal à courir plus longtemps normalement. Donc, si je suis dans un endroit que je connais pas, j'ai une trace, je la suis, et je suis trop content de découvrir. Mais si je suis dans mon confort et dans un environnement que je connais, euh, j'ai du mal à faire des sorties de course pure un peu plus longues. Et j'ai aussi du mal à faire des sorties course pure. J'ai besoin un peu Technique. de parties un peu plus techniques. Mhm. Ouais. Mhm. Et c'est un aspect que j'essaye de travailler, que je sens que à chaque fois je suis plus à l'aise, et que à chaque fois je prends plus de plaisir aussi, et que ça sort plus naturellement. Donc tu travailles notamment plus sur piste ou sur bitume?
Surtout même sur des pistes forestières, Mhm. des passages un peu plus rapides, et où je peux juste profiter de faire la course à pied et courir un peu à une vitesse plus élevée, mais sans besoin d'aller sur la piste ou le bitume. Est-ce que tu Ouais. peux évoquer avec nous la différence que tu constates toi, vu que tu as les deux points de vue et que tu es assez intégré dans les deux communautés? Enfin, j'entends que par communauté, c'est pas péjoratif, mais l'aspect plutôt trail running en France et en Espagne ou en Catalogne. C'est quoi les principales différences? Je pense que le trail running en Catalogne, il est très développé, et en Espagne aussi. Donc, depuis les fédérations, ça fait des années qu'il y a un travail avec les jeunes qui est assez important, Mhm. ce qui fait qu'il y a une grande communauté avec une grande relation à niveau athlète de tous les niveaux. Il y a beaucoup d'ambiance dans les coupes catalanes, dans les coupes d'Espagne, beaucoup de gens qui le suivent. Il y a une vraie Et je considération pense pour que ce sport-là. oui, je pense que c'est bien en effet Kylian qu'on Mhm. en a profité, qui a fait donc que ce sport devient plus connu, plus massif que ce que ça aurait été d'une autre façon. Mhm. Et, et du coup, aussi, c'est ça, ça a fait que ça a créé des écoles. Il y a des écoles qui se créent, il y a des équipes de chaque région à son équipe, avec des coachs, avec des gens qui entretiennent. Et je pense que la communauté est un peu plus unie, il y a un peu plus de contact. Je pense qu'en France, pour ce que j'ai pu connaître, il y a une communauté qui est très solide dans les athlètes de haut niveau, et ceux qui sont en équipe de France, ben, se voient, ils ont beaucoup de relations, Mhm. mais qu'il n'y a pas autant de liens avec peut-être les athlètes qui sont un peu plus moyens, ou il n'y a pas un circuit national peut-être qui soit autant suivi qu'en Espagne. Oui, il y a les championnats de France qui sont même plus importants que les championnats d'Espagne en Espagne. Donc, les championnats de France, c'est vraiment une course très réputée et avec beaucoup de niveaux, beaucoup d'ambiance. Mais peut-être il n'y a pas une continuité tout au long de l'année. Je ne sais pas si je Très bien, m'explique. très bien, très bien. Des deux côtés des Pyrénées, une énorme communauté, mais peut-être plus de solidarité. Alors c'est peut-être lié aussi au fait qu'en France, euh, le trail est présent partout. Alors peut-être plus dans les Alpes, etc. Mais peut-être qu'il y a une plus grande disparité géographique par rapport à l'Espagne. Je ne sais pas. Peut-être une Oui, explication. je pense. Moi aussi, c'est ça, j'ai grandi en Catalogne, donc vraiment, le trail en Catalogne il est très développé Mhm. et tout est très proche, donc on peut se voir très facilement. On a des rassemblements qui se font très souvent parce qu'on est tous à 1 heure et demie de voiture au plus long. Et normalement, ça fait 1 heure de voiture. Donc oui, tout est très proche. On se voit tous très souvent parce que c'est plus facile. C'est pas aussi facile de relier les Alpes avec les Pyrénées, Mhm. ou quelqu'un des Vosges bouger pour aller courir avec quelqu'un. C'est clair. Euh, c'est quelque chose que quand j'ai été dans les Alpes, ben, j'ai pu découvrir aussi en France. C'est ça, ben, j'étais basé à Annecy, donc je pouvais courir avec des copains à droite, à gauche, et il y avait toujours quelqu'un qui était chaud pour aller faire un truc. Donc je pense que j'ai vu que c'était un peu plus important et consolidé aussi en France de ce que Mhm. je pensais. D'accord. Est-ce que tu peux évoquer avec nous ton moment extraordinaire? Alors, je répète le principe. Extraordinaire pour moi, c'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique, et dont tu te souviendras toujours. Le plus atypique. Alors, laisse-moi penser. Mis à part le sèche-cheveux des Açores Ouais, d'il y a ouais, ouais, quelques non, non. semaines. J'en ai vécu beaucoup, mais voilà, vu qu'on est dans ce podcast, on va ressortir euh, en 2017. J'étais allé avec l'UPVD, dans l'université de Perpignan, qui gérait l'université de Stapson-Romeu. On est allé au championnat de France de trail, et on a passé une semaine de trail universitaire, donc à l'île de la Réunion. Et on a passé une semaine magnifique où j'ai connu plein de coureurs, où on a loué une voiture entre quatre potes qu'on venait de la fac de Perpignan, et on a découvert l'île. Euh,
vraiment, et on s'est fait beaucoup plaisir. Et on avait des araignées, mais des araignées qui faisaient genre plus une taille plus grande que notre main dans la maison. Et c'était vraiment le souvenir de ce voyage, c'était ces araignées. Mais du coup, j'ai gagné l'épreuve. Donc, personne ne m'attendait pas parce que personne ne me connaissait. Mhm. Et j'ai fait une super course. Le parcours était très sympa, surtout la deuxième partie. On courait sur les volcans et c'était magnifique avec Mathieu Delpech Mhm. qui fait deuxième. Et du coup, ils m'ont mis la Marseillaise à la remise de prix. Parce que du coup, c'était un championnat de France et j'étais au podium avec la Marseillaise. Et ils se sont beaucoup moqués de moi pour ça. Moi, comme je t'ai dit, je suis un citadin de monde. J'aime la Marseillaise, pareil que un autre hymne. Mhm. Mais voilà, c'était curieux. Ça m'a plus jamais arrivé. Et peut-être ça arrivera un jour. On ne sait pas. Mais du coup, voilà, ça va rester dans mes souvenirs. Quelle importance ça a pour toi, la France? Euh, pour moi, de passer en France, ça m'a représenté. Ça m'a ouvert les yeux à qu'il y avait un monde plus loin que la Catalogne, que c'est ce que je connaissais, que j'adore et C'était un que je tremplin entre la connaissais. Catalogne et le reste du monde, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Moi, j'étais un gars qui avait pas beaucoup voyagé et après connaître une nouvelle langue, ça fait toujours ouvrir un peu le cerveau, Mhm. découvrir de nouvelles personnes. C'est quand même, on est très proche, mais la culture peut être des fois très différente et les gens très différents. Donc ça m'a quand même ouvert l'esprit et je pense que ça m'a aidé à, à ouvrir mes pensées et voilà, c'est un pays que j'aime beaucoup. Je pense que la France, c'est un très très beau pays. J'ai été un peu, je connais maintenant pas mal les Pyrénées, surtout les Hautes-Pyrénées. Mhm. Et je suis un fou amoureux de là-bas. Je connais pas autant les Alpes, donc tant mieux pour moi. J'ai que ça à T'as découvrir. encore beaucoup à Et découvrir. ouais, j'ai pu connaître la Réunion. On a voyagé aussi en van en Corse pendant une semaine ou 10 jours avec Mhm. deux copains de Font-Romeu. Et c'est vraiment un pays qui a de tout et qui a vraiment de quoi faire. Et surtout niveau trail, niveau montagne et paysage, c'est vraiment un paradis. Ouais, c'est clair que la France est un pays très diversifié Ouais, en termes de paysage. Est-ce que tu peux c'est nous ça. parler de ton plus beau souvenir de trail jusqu'à présent? Mais je pense que mon plus beau souvenir revient aux courses des Dolomites en 2017, donc l'année où j'ai gagné. C'était une course que l'année d'avant, c'était ma première édition et ça m'a marqué parce qu'il y avait un niveau qui était énormissime. Un plateau qui j'avais jamais eu autant mal aux jambes que ce jour-là. Et du coup, ça m'a marqué et je me le suis fixé comme objectif. Je me suis dit, allez, il faut que l'an prochain, tu gagnes cette course-là. Et j'en parlais tout le temps à mon coloc et j'ai regardé des vidéos, j'aimais trop. Même des fois, j'étais allé m'entraîner dans Catalogne où il y a une montagne qui peut ressembler un peu à ce type de course-là. Et je m'étais vraiment préparé. Et du coup, c'était l'année de la 10e édition, je pense. Bon, c'était une année spéciale. Donc, ils ont un peu changé le parcours. Et normalement, on faisait le vertical, c'était vendredi, et la course, le Sky Race, c'était dimanche. Cette année-là, on a fait la verticale vendredi et la Sky Race samedi. Et le vertical, c'est un des verticales le plus spécial qu'il y a. Parce que c'est avec des marches, il est très beau, mais il est très dur. Tu Mhm. dois monter des marches qui sont assez hautes tout le temps. Alors que je pensais que j'étais dans une de ma meilleures formes de ma vie, c'était horrible. J'ai failli me quitter, c'était trop mal. J'ai eu des problèmes avec un peu d'anxiété et tout qui tombait sur mon diaphragme, qui bloquait. Mhm. Et ces jours-là, c'était horrible. Je pouvais pas du tout respirer. Je suis arrivé en haut, mais comment j'ai pu.
J'ai beaucoup souffert, j'avais beaucoup mal quand je suis descendu et je suis allé voir le kiné de Salomon, donc Arnaud Tortel, qui je te recommande aussi d'interviewer un jour parce qu'il peut apporter des histoires assez marrantes, je pense. D'accord, c'est noté. Et, et du coup, on a passé l'après-midi avec lui. Il m'a beaucoup détendu, il m'a beaucoup réconforté. Et du coup, bon, on s'est dit, allez, on va essayer de prendre le départ demain parce que c'était quand même mon objectif de l'année et j'ai quand même envie de prendre le départ. Et je m'en souviens, c'était une demi-heure avant, 40 minutes avant le départ. J'étais un peu démotivé. J'étais dans la chambre avec Rémi et Davidé Rémi et, Bonnet et Davide Malini, ouais. et Manini, ouais. Et du coup, ils sont partis s'échauffer. Ils m'ont dit, tu viens? Et j'étais en train de finir un livre. J'ai dit, bon, je finis et je viens après. Et ils m'ont dit, non, mais vas-y, viens. Non, non, je finis et je viens après parce que je suis pas très motivé. D'accord, d'accord. Donc ils sont partis en marchant vers le départ. Et moi, j'ai fini le livre, je me suis habillé et je suis allé. Donc je suis arrivé au départ avec peut-être 5-10 minutes d'échauffement. Et il manquait 10 minutes pour le départ, donc j'étais bien. Et je suis arrivé là-bas et je me dis, ah ben, à cause du temps, ils ont changé le parcours. Et j'ai dit, ah, ils ont changé l'heure de départ. Et j'ai dit, ah ben ça c'est une bonne nouvelle. Tu vois, j'ai déjà le temps pour m'échauffer. Ça c'est un point positif pour moi. J'ai un peu plus de temps. Et après ça, j'ai changé mes idées. Je me suis remis dans le game. Mhm. J'ai profité pour bien m'échauffer. Et j'ai fait une course très bien. J'arrive en haut, j'étais 9e. C'est une course qui fait une montée et une descente. Mhm. J'étais 9e et je me suis dit, ben, il y avait Marco De Gasperi, donc cet Italien dont on parlait tout à l'heure, et qui me double à la fin de la montée. Je me suis dit, et j'ai vu qu'il s'arrêtait dans le ravito. Je me suis dit, bon, ben, tu dois sauter le ravito et te mettre derrière lui pour toute la descente. Et on a fait que doubler des gens pendant la descente, jusqu'à un moment où on arrive un peu à la fin de la partie la plus technique, et que je lui dis, oh, ben, très bien, regarde, on, est, on a dû doubler pas mal de gens. Et il me dit, mais oui, mais tu veux gagner ou pas? Je lui dis, bon, mais là, on est bien, tu vois. Et il m'a dit, non, non, mais tu vois, là, on voyait Davide Magnini et on voyait je sais pas qui d'autre. Il m'a dit, ben, ils doivent être les premiers. Il faut que tu appuies et il faut que tu y ailles. Et ça m'a fait un déclic. Je suis allé comme un fou et j'ai gagné cette course. Alors que j'étais pas du tout dans le game le matin. Et, et pour moi, c'était un objectif. Je suis arrivé en pleurs, comme toujours, quand je fais une bonne course. Et pour moi, c'était mon grand objectif et je l'ai réussi et j'étais très content. Ouais, Ouais, ça doit être quelque chose de gagner les Dolomites, c'est clair, hein, c'est clair. ouais, Euh, ouais. Est-ce que tu peux à contrario, nous donner ton pire souvenir de trail? Mon pire souvenir, il y en a un de pas très bon aussi. Mais peut-être mon pire souvenir, c'était sans doute en 2018. Donc après une super saison en 2017-2018, je me suis blessé dans la première course de la saison, juste avant de commencer le Golden. Et, et je me suis blessé parce que voilà, j'ai trop forcé, j'avais un peu mal au pied et j'ai trop forcé dans une course où il fallait pas forcer. Et du coup, ben, c'était en mai, début mai quand je me suis blessé et j'ai été arrêté pendant 5 mois presque. C'était quelque chose qui m'a fait beaucoup apprendre, mais que sur le moment ça a été dur et difficile à gérer. Très bien. Diane, qui souhaiterais-tu voir apparaître dans le podcast? Alors francophone, hein, bien sûr. Mais à la base, c'est ça, je t'ai dit Arnaud Tortel. Mhm. Je pense que ça peut être intéressant, mais je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, Joan Boja, c'est quelqu'un qui a fait une super progression, qui après un an blessé l'année dernière, il est rentré dans le Team Matrix cette année. Je sais pas si tu es au courant du Team Matrix, c'est ce que c'est. Oui, oui. Enfin, Donc, globalement, je oui. pense que... Hmm. C'est une team d'athlètes élites, me semble-t-il. Ouais, donc je pense que Johan, ça pourrait être intéressant, mais ça pourrait être aussi intéressant d'amener Simon Gosselin ou Thomas
ou Thomas, que c'est Thomas Janichon. C'est les deux chefs du team. Et je pense qu'ils ont un beau projet et qu'ils peuvent apporter des belles choses au monde du trail. Je le souhaite vraiment que du bien. Très bien, merci pour les conseils, j'essaierai de les contacter de ta part. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? On arrive tranquillement à la fin de l'épisode. Un dernier message ou un sujet à évoquer dont on n'aurait pas parlé? D'abord, je veux te demander comment tu as fait pour contacter Harit. Ça, c'est mon secret. Non, c'est les joies d'Instagram. Tu sais, avec Instagram, tu fais énormément de choses. D'accord. Alors, je lui ai communiqué un petit message par Instagram en espagnol parce que je progresse, je t'avoue. Et tu vois, ça prouve que je progresse puisqu'il m'a répondu. Donc, et puis, par la même occasion, je tenais à le remercier d'avoir joué le jeu. C'est très cool. Je le remercierai aussi. Puis, non, je pense qu'on a un peu tout évoqué. Et je pense que le monde du trail en ce moment, c'est un peu désorganisé. Je pense qu'en France, vous êtes un des meilleurs pays à niveau organisation du trail. Vous avez des bonnes courses et surtout, c'est ça, le trail est bien organisé, que ce soit dans une fédé ou dans la fédération d'athlétisme surtout. Et je pense que les années à venir vont beaucoup marquer l'avenir du sport. Mais moi, je me sens chanceux de vivre la vie que j'ai et d'avoir l'opportunité de courir un peu partout. Ça m'a fait découvrir le monde. Et c'est un sport que je recommande à tout le monde, que ça a besoin d'une paire de chaussures et c'est tout, quoi. Donc, juste qu'ils en profitent beaucoup et c'est tout. Très bien. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, sur un site internet? Il y a eu des moments où j'étais actif sur plein de réseaux, où on nous disait allez, il faut que vous postez dans tous les réseaux beaucoup. Maintenant, je suis que sur Instagram presque. C'est le réseau que j'ai trouvé le plus confortable et celui que j'aime le plus. Donc vous pouvez me trouver sur Instagram, @Jean-Marguerite-Soler. Aussi, vous pouvez me suivre sur Strava. J'aime bien tout partager de plus en plus. Je pense que c'est un réseau aussi qui fait que grandir un petit peu et où on peut s'en servir beaucoup pas que pour espionner les gens. Pour ça sert pas, je pense. Mais pour voir où est-ce qu'ils s'entraînent les gens, si jamais on va dans cet endroit-là. Pour avoir des idées quand on voyage. Donc, je voyage beaucoup. Ça m'aide à avoir des idées d'aller dans un endroit ou l'autre ou pouvoir faire une intensité dans un petit com ou quoi. Et je pense que c'est là où vous pouvez me suivre en ce moment. C'est surtout Instagram. C'est là où je suis plus actif avec des stories ou avec des posts. Et voilà, peut-être dans un futur, dans un podcast aussi. J'espère vraiment pour toi et je pense que, comme je te disais, comme on en parlait en off, tu as tous les moyens que ton futur projet soit un succès et je te souhaite vraiment que ça fonctionne. On va terminer par les fameuses questions rapides. Alors, tu réponds de manière assez précise et sans argument, ok? D'accord. Plat favori après la course? Une bonne assiette de pâtes. Boisson favorite après la course? J'aime beaucoup l'eau. Gel, bar, les deux ou aucun des deux? Bar. Fait maison ou industriel? Fait maison. Alors, grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? Grosse averse de pluie. Racine ou verglas? Racine. Tu préfères courir de nuit ou de jour? De jour. L'hiver ou l'été? L'été. Tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout en courant? Musique. Tu préfères courir seul ou accompagné? J'aime beaucoup courir seul. Et pour terminer, tu préférais être le meilleur en skyrunning ou le meilleur en trail running? Pour moi, c'est le même. Je cours dans les montagnes. Tu cours dans les montagnes. Ouais. Ok, très bien.
Ben, Diane, je te remercie énormément d'avoir partagé avec nous. C'est presque 1h20 Ouais, d'entretien. C'était un régal. Je te remercie pour ta disponibilité, pour ton ouverture d'esprit, et puis pour tous les compliments que tu as fait sur mon projet. Ça m'a touché énormément, et je suis sûr que tu vas en faire autant avec le tien, et j'ai hâte d'entendre les premiers épisodes. on espère ça et merci vraiment d'avoir pris le temps aussi et de me donner l'opportunité d'apparaître dans le podcast. Je te suis, c'est ça, depuis cette année et depuis les premiers épisodes, je me suis dit ça serait cool d'y apparaître. Mais un jour, j'ai suivi ta phrase que tu dis à la fin et je t'ai envoyé le message. C'est cool. Ça me touche énormément, et puis j'ai passé vraiment un agréable moment, et je te dis bonne continuation et peut-être à très bientôt sur les sentiers. Ouais, Si ouais, tu ouais. passes dans le sud de la France ou dans les Alpes du Sud, Gap, Briançon ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. On ira Nickel. peut-être gambader ensemble. On fera ça alors. Allez, ça Ouais, marche. ouais, Je ouais. te remercie énormément, Merci. Diane. À très bientôt. Ouais, à très À très bientôt. bientôt. Merci. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité, et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon/Let's Try le podcast. Patreon, Patreon. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut, salut!